Jean-François Veilleux et Francis Bergeron. Bravo! Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc, un petit tour d'horizon d'abord des Héroux. Le patronyme Héroux provient du nom germanique Harry Wolf, de Harry armée et Wolf loup. Des Héroux sont déjà établis en Normandie, en France, dès le 14e siècle. Un document retrouvé daté de 1369 porte la signature d'un Héroux. Le premier qui arrive à Trois-Rivières, vers 1670, Jean Héroux dit Bourgainville. Il n'apparaît pas dans le recensement de 1666 ni dans celui de 1667, donc on situe son arrivée à Trois-Rivières vers 1670. Il a 19 ans, il est originaire du bourg de Blonville-Terre, qui s'appelle aujourd'hui Blonville-sur-Mer. Vous pouvez voir là, sur la carte, c'est en haut de la Normandie. Et mon pointeur ne marche plus. Il se marie avec Jeanne Pépin en 1671. Vous pouvez voir à droite la plaque qui a été dévoilée ici à Trois-Rivières, au centre-ville, en 1987. Quelques Héroux célèbres. Pierre Héroux, le fils du premier pionnier, qui est un des 12 fondateurs de Yamachiche. Il y a 2 générations d'Héroux de Yamachiche aussi qui vont acquérir, on en a parlé tantôt, une solide réputation de bâtisseurs d'église, Joseph et Georges Félix. Il y a aussi Albert Narcisse Héroux, dit le père Onésime, qui est un agronome de formation, et l'abbé Joseph Euchariste Héroux, ordonné prêtre par Monseigneur Laflèche, qui a donné son nom au village Hérouville en 1897. Il y a pas moins de 7 branches différentes des Héroux qui vont aller défricher le nord-ouest du Québec, l'Abitibi. Et il ne faudrait pas oublier les 2 grands cinéastes, Denis et Claude Héroux. Le premier considéré par le critique René Aumirois comme le père du cinéma québécois contemporain. Et il a d'ailleurs cofondé l'Observatoire du cinéma au Québec avec André Gaudreault en 2007. Une autre chose qu'on a découvert aussi, c'est grâce à une partie des Héroux qu'on a été sur la Lune. En fait, le train d'alunissage qui a été sur la Lune en 69 a été construit par une compagnie fondée par les Héroux, qui est devenu Héroux DevTech et qui est encore aujourd'hui le 3e plus grand fabricant de trains d'atterrissage au monde. Donc, la première partie qui a touché à la Lune était québécoise. On s'approche d'Omer Héroux, donc la 2e génération, je l'ai dit tantôt, Pierre Héroux. 7 de ses 12 enfants vont fonder des foyers. Ensuite, 2 générations vont s'établir à Yamachiche. La 5e génération s'établit à Rivière-du-Loup, aujourd'hui Louisville. La 6e génération, Louis-Onésime Héroux, qui sera brièvement propriétaire des forges du Saint-Maurice. 7e génération, le père de Homer, Louis Dollard, qui est né à Saint-Barnabé. Il se marie au village de Saint-Maurice avec Adélaïde No, qui est une descendante des Acadiens déportés en juillet 1755. Et la 8e génération, Louis-Omer Héroux, né à Saint-Maurice, dans le comté de Champlain. Il est le fils aîné de la famille. Son père est un libéral modéré qui tient un petit magasin à Saint-Barnabé-Nord. Donc, vous avez une photo ici là, de la famille Héroux et Omer qui est juste ici, en haut, au centre. Et donc, je vais laisser la parole à Francis pour présenter cette famille-là et le contexte politique aussi. Je vais faire une petite parenthèse. Guy a dit que j'étais équilibré, mais j'écoute également du métal. Donc, en fait, dans notre livre, on a fait un contexte historique et idéologique dans le but de pouvoir cibler dans quelle époque Omer Héroux il a grandi, qu'est-ce qui ont été les influences qui vont l'amener à devenir journaliste, qui va influencer sa pensée politique et idéologique dans sa carrière journalistique. Donc, on a ciblé quelques événements qui ont amené le réveil de la nationalité canadienne-française. On ne les a pas tous mis, sinon ce serait un petit peu trop long. Mais on doit dire qu'après les rébellions de 1837-38, mais il y a la domination de l'Église catholique qui va apparaître dans l'espace idéologique et politique du Québec. Donc, l'Église catholique canadienne-française va entamer ce que l'historien Yvan Lamonde appelle une reconstruction religieuse en 1840 et 1848. Par la suite, l'Église va devenir de plus en plus militante
puis finalement triomphante grâce à son implication, sa loyauté, et aussi sa loyauté à la couronne britannique et le zèle de Monseigneur Ignace Bourget, qui est un évêque de Montréal de 1840 à 1876, et aussi qui est la figure de proue du courant ultramontain canadien-français. Donc l'ultramontanisme, c'est ce qui préconise la suprématie de Rome sur l'État ou sur le roi. Les fidèles doivent se soumettre à l'autorité du pape plutôt qu'à l'autorité gouvernementale ou étatique. Un autre événement qui a marqué aussi une génération de nationalistes à l'époque, c'est la création du Canada en 1867. La création du Canada était vue comme un pacte entre deux nations fondatrices, les Français et aussi les Anglais. À cette époque-là, on n'inclut pas les Autochtones dans les nations fondatrices. Donc c'est un projet qui était porteur d'espoir, mais toutefois, ce sera de courte durée, puisque déjà dans les années 1870, les crises scolaires vont apparaître. C'est-à-dire qu'il va y avoir des crises scolaires, par exemple au Manitoba ou au Saskatchewan, puisqu'à l'époque, le découpage se faisait selon l'appartenance religieuse plutôt que linguistique. Donc les crises scolaires sont perçues, et je cite, comme étant une menace directe à la survie de la langue française hors du Québec et comme signe de la fragilité de la Constitution de 1867. Un autre événement qu'il faut aborder, c'est la pendaison de Louis Riel en 1885 à Regina. Donc, ces événements-là vont marquer une génération de nationalistes et ça va marquer également le jeune Omer Roux lorsqu'il va aller au séminaire, même s'il n'a pas vécu directement ces événements-là. Donc, tous ces événements-là vont forger son sentiment nationaliste canadien au départ, puis ensuite canadien-français. Donc, le jeune Omer Roux, l'ancrage au séminaire Saint-Joseph, moi je mets un petit peu moins de texte dans mes diapos que Jean-François. Donc, Omer Roux, il rentre au petit séminaire de Trois-Rivières, ce qu'on aujourd'hui est le séminaire Saint-Joseph, en 1887, à l'âge de 11 ans. Selon ce qu'on sait, c'était un élève appliqué, doué, qui était prometteur, mais était réfractaire au sport. Vous allez me dire, mais c'est pas vraiment étonnant, vu qu'il a une carrière journalistique. Donc, au séminaire, c'est là qu'il va entrer en contact avec différents journaux canadiens-français de l'époque, mais aussi des journaux européens. Par exemple, dès ses années au séminaire, il va lire des journaux comme par exemple La Vérité de Québec ou bien Le Trifluvien de Trois-Rivières, pour ne nommer que là. Donc, aussi au séminaire, il va faire une rencontre déterminante. Ça va être la rencontre avec Monseigneur Laflèche, qui est, à ce moment-là, la figure de proue du courant ultramontain canadien-français. Donc, sa rencontre avec Monseigneur Laflèche va l'amener à s'intéresser aux journalistes catholiques. Puis, c'est là aussi qu'il va commencer à s'intéresser puis à être sensible aux questions nationales. Par exemple, le sort des Métis après la pendaison de Louis Riel en 1885. Malgré sa rigueur et son implication dans ses études, mais Omer Roux va abandonné le séminaire durant sa dernière année en 1895. Toutefois, on ignore pourquoi il a abandonné ses études. Malgré tout, ce qu'on sait, c'est qu'il est resté attaché à l'institution, puisque en 1935, il va participer au banquet pour le 75e anniversaire du séminaire, puis il va faire un discours devant environ 1200 personnes, des anciens séminaristes du collège, pas du collège, mais du séminaire Saint-Joseph. Malgré le fait qu'il a abandonné ses études, mais il va travailler assez rapidement après son abandon. On voit ici une photo de lorsqu'il était au séminaire en 89-90. Donc on voit le jeune héros ici. Donc, c'est un jeune journaliste prometteur. Donc, comme je disais, vu qu'il a quitté le séminaire en 1895, mais il va tout de suite travailler comme journaliste à partir de 1896, donc à l'âge de 20 ans. Il va devenir rédacteur au journal Trifluvien de Trois-Rivières, qui est sous la direction de Pierre Métlard, qui est un journaliste qui est reconnu et respecté à l'époque. C'est d'ailleurs lui qui a été correspondant lors de la pendaison de Louis Riel en 1885 à Regina. Son premier article a été écrit le 5 octobre 1897, qui s'intitule « Il reste ce qu'il était », en parlant de Israël Tapp, qui est le journaliste et propriétaire du journal de la Patrie à partir de 1897. Son deuxième article, 3 jours plus tard, le 8 octobre 1897,
s'intitule « À propos d'un anniversaire sur les 60 ans du journalisme Eugène Beillot, un journaliste reconnu et un journaliste français ». Donc, dès ses 2 premiers articles, il va déjà brosser des personnalités historiques ou des journalistes connus. Et il va le faire tout le reste de sa carrière par la suite, comme il est fait par exemple avec Henri Bourassa. Donc, au moment qu'il travaille pour le Trifluvien, il va aussi collaborer anonymement pour des revues mensuelles, comme par exemple la revue Le Mouvement catholique, qui publie de 1898 à 1900. Pour cette revue-là, il va écrire 6 articles, dont 4 nécrologies, incluant celle de son mentor et son maître à penser, Monseigneur Lafèche. À noter qu'à ce moment-là, vu qu'il collabore avec d'autres journaux ou revues, mais Homère le fait de façon bénévole. Ça vous montre à quel point il est un passionné du journalisme. En 1900, il va saisir une belle occasion, il va quitter Trois-Rivières pour s'installer à Montréal et il va travailler pendant 2 ans pour le Journal de Montréal, pas celui de M. Pellado, mais un journal qui a été fondé en 1899 qui va durer environ jusqu'en 1905. Lorsqu'il est à Montréal, il va collaborer à d'autres journaux ou périodiques, comme par exemple Le Journal, Le Rappel, un journal qui a duré de 1902 à 1904, aussi le Pionnier plutôt, excusez-moi. Puis en 1902, il va entrer au journal La Patrie, qui est fondé en 1879 par Honoré Beaugrand, qui est maire de Montréal de 1885 à 1887, dans lequel il va publier le célèbre légende La Chasse-Galerie. Donc Homère, il devient correspondant parlementaire pour La Patrie. Il faut noter aussi qu'à l'époque, il y a beaucoup de journaux qui vont être fondés, mais ils ont souvent une vie éphémère, puisque c'est le principal médium à cette époque-là. Jean-François. Donc, il se marie une première fois en 1904 avec Alice Tardivelle. Il se marie à l'église Saint-Jean-Baptiste de Québec. Et Marie-Alice Tardivelle est la fille du grand héros du nationalisme canadien-français, l'ultramontain Jules-Paul Tardivelle. Il fréquente en effet la fille du directeur fondateur de l'hebdomadaire La Vérité, et pendant cette année où il avait franchi la porte du journal de son père. Jules-Paul se fait surtout connaître pour son roman Pour la patrie, qui a été publié à Montréal en 1895, dans lequel il prône ouvertement la séparation du Québec d'avec le reste du Canada. Donc, Jules-Paul Tardivelle est l'un des premiers à préconiser l'instauration d'une république canadienne-française. Avec Alice, il aura une fille, Lucie, qui est née en juillet 1905. Malheureusement, celle-ci meurt de la tuberculose en 1922 à l'âge de 16 ans. De ce mariage naquit une seconde fille, Marie, qui décède la même année pour des raisons connues en 1908. Alice elle-même décède le 11 juin 1908 à l'âge de seulement 32 ans. Selon des informations transmises par Jean Héroux, Alice mourrait à la suite d'une grossesse ectopique, laissant à son mari une fillette de 2 ans et demi, du prénom de Lucie, que Louis Delord et Adélaïde Héroux, qui sont maintenant installés à Trois-Rivières, vont recueillir pendant un certain temps. Et Homère perdait dans la personne d'Alice une très bonne épouse qui l'assistait dans son travail en relisant ses articles et en lui faisant des suggestions. Donc 2 ans après que Alice Tardivelle décède, mais Homère va se remarier le 20 septembre 1910 avec une jeune pianiste de renommée qui s'appelle Bernadette Dufresne, qui est la fille de Ephraim Rivard Dufresne, qui est un journaliste franco-américain, mais d'origine trifluvienne. Donc, Bernadette Dufresne, elle va grandir, elle va vivre son adolescence aux États-Unis. Elle va recevoir aussi des leçons de piano de sa mère, mais aussi du grand maître Kelsey Lavallée, qui est le compositeur de l'hymne national au Canada. Donc, le maître écrira dans une lettre à son ami de Québec, l'avocat Joseph Évariste Prince, et je cite, « Le succès de Bernadette au Canada ne me surprend pas. Elle n'a ni rival ni égal dans notre pays. » Une anecdote qui est intéressante, c'est que Homère Héroux il a rencontré sa femme Bernadette en 1898 lorsqu'elle a fait un récital de piano ici à Trois-Rivières. Elle revenait de Paris. Donc c'est le directeur Pierre Metlard, lorsqu'il travaillait pour le Trifluvien, qui lui demande de faire un reportage sur le récital. Et il va dire par la suite à son fils, des années plus tard, que, sans s'en rendre compte, mais c'était son premier amour. Donc, après le mariage avec Homère Héroux le 20 septembre 1910, Bernadette renonce à toute audition au concert public afin de se consacrer à l'enseignement, pour laquelle elle a
d'exceptionnelles dispositions. Ils auront ensemble un fils dénommé Jean Héroux, qui est né le 22 octobre 1914. Toutefois, Omer Héroux va vivre pour la 4e fois un deuil. Bernadette elle va décéder à Outremont, âgée d'environ 50 ans, alors que Jean, lui, a seulement 8 ans. Quelques mots sur Jean Héroux. En fond, Jean Héroux, en 1984, il a écrit un manuscrit qui s'intitule « Vie, carrière et intimité » jusque vers la mi-juillet 1924, qui est comme la première non-officielle biographie sur Omer Héroux. Il faut dire que ce manuscrit-là n'a jamais été publié. Donc, pourquoi on l'a eu, c'est grâce aux archives que l'association Héroux nous ont prêtées pour le livre. Dans le manuscrit, Jean va décrire son père comme un journaliste catholique traditionnaliste. Donc, on s'est basé beaucoup sur ce manuscrit-là pour en connaître davantage sur sa vie personnelle et intime, puisque Omer Héroux n'a pas laissé beaucoup de traces dans sa vie, au niveau de sa vie personnelle et intime. Quelques mots sur la carrière de Jean Héroux. Il va être un enseignant toute sa carrière, ou du moins presque. En 1945, il devient professeur au collège André Grasset à Montréal. Il va être également professeur au séminaire de Québec. Il sera, mais de courte durée, adjoint au département de français de l'Université du Nouveau-Brunswick. Il va revenir 2 ans à Montréal en 1948 et en 1949, où il va travailler dans une bibliothèque. Toutefois, on ignore quelle bibliothèque pour laquelle il va travailler. En 1950, il va entrer au service de traduction d'Ottawa. Puis finalement, en 1968, il va suivre les traces de son père et il va entrer en fonction au journal Le Devoir, et ça jusqu'en 1971. Donc, c'est vraiment grâce au manuscrit de Jean Héroux qu'on a pu avoir beaucoup plus d'informations au niveau de sa vie personnelle et intime. À toi, Jean-François. Tantôt, on a beaucoup entendu parler de Henri Bourassa. Ben, qui était-il? En fait, il faut dire que par sa généalogie, Henri Bourassa est le petit-fils du seigneur de Montebello, le chef patriote Louis-Joseph Papineau. Donc, quand même, Henri Bourassa représente le comté de la Belle de 1896 à 1907, puis de 1925 à 1935. Et dès le départ, à l'âge de 28 ans, il est le plus jeune député de la Chambre des communes à Ottawa. Il a l'air d'un gentleman très énergique. Et en fait, au tournant du 20e siècle, il y a un groupe d'hommes, donc sous l'égide de ce député de la Belle, qui va élaborer une doctrine nationale pan-canadienne, donc pour tout le Canada français, pour s'opposer à l'impérialisme britannique. Ce nationalisme pan-canadien cherche à garantir l'autonomie du Canada envers l'Angleterre, à éradiquer la partisanerie, à établir une économie nationale et une cohabitation harmonieuse entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Donc, Bourassa devient vite le maître à penser pour une génération de Canadiens français qui sont sensibles à la conservation de leur nationalité. Comme son grand-père, Henri est un orateur qui sait faire lever une foule. Les gens s'assemblent par milliers lors de ses assemblées triomphales et autour de lui gravitent de jeunes nationalistes fougueux comme Jules Fournier, Armand Lavergne et Oliver Asselin. C'est d'ailleurs Oliver Asselin qui va présenter à Bourassa Omer Héroux et le présente, je le cite, comme un journaliste aux convictions religieuses profondes et au style exigeant de sa langue écrite. Donc, Omer Héroux, qui est non seulement admirateur d'Asselin, mais va devenir aussi admirateur de Bourassa, va même aller jusqu'à imiter sa coupe de cheveux, donc en se peignant sur le côté, et sa barbichette pointue. Et Henri va surtout se démarquer en 1910. À Montréal a lieu le 21e congrès eucharistique. C'est la première fois que se tient en Amérique du Nord un congrès eucharistique international. 3 cardinaux, 700 évêques, 10 000 religieux sont attendus à Montréal. C'est à cette occasion que Bourassa va improviser en partie un discours très important pour la cause du français au Canada. En fait, il va répliquer à l'archevêque catholique de Westminster à Londres, Monseigneur Francis Bourne, qui vient à Montréal pour dire « Ben là, si on n'est pas capable de convertir les Anglais, il va peut-être falloir commencer à parler anglais pour les convertir du protestantisme au catholicisme. » Et donc, Bourassa réplique, il improvise un discours, puis il termine en disant « Nous ne sommes qu'une poignée, mais nous comptons pour ce que nous sommes et nous avons le droit de vivre. » Et évidemment, les 10 000 personnes présentes vont lui faire une ovation monstre.
C'est en 1910 aussi qu'Henri Bourassa va fonder le journal Le Devoir avec la devise « Fais ce que doit », journal qui s'installe dans le Vieux-Montréal. Ça fait longtemps qu'il voulait fonder un quotidien libre et indépendant. C'était d'autant plus nécessaire parce qu'au Québec, il y avait au Québec un seul quotidien d'idées indépendant de la partisanerie, c'était l'Action sociale à Québec. Mais c'est un journal surtout très religieux. Les autres journaux soutenaient presque tous systématiquement un parti politique. À cette époque, les journaux appartiennent à des partis politiques. La Patrie, Le Soleil et Le Canada pour les libéraux, et la Presse, L'Événement pour les conservateurs. Donc, Bourassa voulait un journal indépendant et il prend officiellement la rédaction en chef. Puis même s'il devait devenir officiellement seulement en août 1932 rédacteur en chef, ben, Omer Héroux fut presque toujours le véritable rédacteur en chef pendant les 22 premières années du journal. Même que de 1910 à 1924, Bourassa est pratiquement le seul à la barre en compagnie de Héroux qui rédige plus d'éditoriaux que le chef. Bourassa en signe presque 1000, puis Omer Héroux va en écrire plus de 2400 éditoriaux en 15 ans. Des thèmes comme le Bill de la Marine, les deux crises de la conscription, la guerre d'indépendance d'Irlande en 1920-1921, la condition des Canadiens français dans les autres provinces, le scandale du règlement 17 en Ontario et la montée de l'éclairisme en Europe. Vous voyez à gauche un article écrit par Omer Héroux, justement, au secours des Canadiens de l'Ontario, qu'il appelle Solidarité nationale, donc toujours dans cette idée du nationalisme pan-canadien. Je vous ai mis une citation d'Henri Bourassa en 1914, je le cite. « Aujourd'hui, on adjure les Canadiens français d'aller combattre les Prussiens d'Europe. Or, laisserons-nous les Prussiens de l'Ontario continuer à imposer en maître leur domination en plein cœur de la Confédération canadienne, à l'abri du drapeau des institutions britanniques? » Il y avait une grande amitié entre Henri Bourassa et Omer Héroux, tellement que Omer va faire construire sa maison à côté d'Henri Bourassa à Montréal, au moment de son deuxième mariage. Les deux hommes marchaient souvent ensemble entre le bureau et la maison et discutaient largement. Un autre homme important dans la vie et la correspondance d'Omer Héroux, c'est Lionel Groulx. Depuis la création et l'inauguration en 1915 d'une première chaire d'histoire du Canada à l'Université de Montréal, qui est alors l'Université Laval à Montréal, Lionel Groulx devient aussi une figure emblématique du nationalisme canadien-français au tournant des années 20. Donc, même Lionel Groulx va remplacer Henri Bourassa comme chef de file du mouvement nationaliste au Québec. De 1915 à 1945, Lionel Groulx domine le paysage historiographique et idéologique au Canada français. Il va écrire plus de 33 livres et au moins 400 articles dans des revues scientifiques. Groulx sera l'un des penseurs les plus influents sur la pensée des Héroux. Il y a d'ailleurs une récente biographie de Charles-Philippe Courtois qui a été publiée sur cet homme que je vous invite à lire. En 1937, l'abbé Groulx avait secoué les intellectuels au deuxième congrès de la langue française au Canada par sa célèbre déclaration « Qu'on le veuille ou non, notre État français, nous l'aurons. » Par la suite, Groulx va préciser qu'il n'est pas vraiment séparatiste, parlant plutôt d'un État fédératif, mais quand même, Groulx est important parce qu'il va fonder l'Institut d'histoire de l'Amérique française en 1946 et sa brochure officielle l'année suivante, la Revue d'histoire de l'Amérique française, qui est peut-être encore une des plus respectées dans le milieu d'histoire. En 1922, l'abbé Groulx entreprend une importante enquête de l'Action française qui concerne l'avenir politique des Canadiens français et flirte avec l'idée d'indépendance. Même si son nom n'apparaît pas dans la brochure, Omer Héroux a participé à cette enquête qui aboutissait à la conclusion séparatiste. Selon Anne Bourassa, la fille de Henri, Henri était très déçu du choix d'Héroux d'y participer puisqu'Henri s'opposait à la conclusion. À cette époque, le fondateur-directeur du Devoir avait même clairement prescrit à Omer d'avoir une attitude nettement à l'écart de toute inclination, même à longueur de temps, vers l'État français. Et à la suite de cela, selon Anne, leur relation n'avait plus la même intimité, la même cordialité. Donc ce fut pour les deux une peine, car ils se voyaient moins par la suite. Omer Héroux préférait le plan politique et Henri Bourassa préférait le plan religieux, parce qu'il avait rencontré le pape dans les années 20 qui disait que le nationalisme ne pouvait pas être une priorité face au catholicisme.
Quelques mots sur son troisième mariage avec Marie-Louise Rock, qui est née dans le district de Carleton, en Ontario. Elle est la fille d'un entrepreneur d'Ottawa, Ovid Arthur Rock. C'est un homme politique, homme d'affaires et fonctionnaire, entre autres nommé inspecteur des industries de l'Est. Et sans y jouer un rôle dominant, le père de Marie-Louise participe à l'organisation d'un congrès en 1910 qui va jeter les bases d'une association pour réunir tous les Canadiens français de l'Ontario. Enseignante dans la région d'Ottawa, Marie-Louise Rock sera, comme son père, une figure de proue du mouvement nationaliste et du mouvement de défense des droits des francophones de l'Ontario. Elle participe aux premiers efforts pour regrouper les enseignants canadiens-français et tous les efforts qui sont déployés pendant la crise du règlement 17, qui a lieu de 1912 à 1927. Donc, lorsqu'Omer et Marie-Louise se marient, la crise ontarienne n'est toujours pas terminée. Dans un article du Devoir en 1916, donc 9 ans avant son mariage, Omer va même parler d'elle comme la courageuse jeune fille. Donc, c'est le troisième mariage d'Omer, cette fois à Ottawa, en Ontario, à l'église Sacré-Cœur. Et dans sa thèse de doctorat, Jane Morrison aborde le fait que les trois femmes d'Omer étaient des professionnels. Alice Tardivelle travaillait au journal de son père, Bernadette Dufresne était une pianiste professionnelle, et Marie-Louise Rock était professeure et très active dans la lutte contre le règlement 17 qui interdisait l'enseignement du français. Elle va décéder à son tour en 1976, 13 ans après Omer Héroux, et son corps a été inhumé à Ottawa, à Saint-Jean-d'Orléans. Et dans les archives de BNQ Montréal, on peut encore trouver une vingtaine de lettres échangées entre Omer et Marie-Louise, qu'on n'a pas eu le temps de traiter dans notre ouvrage, mais qui est accessible publiquement. Donc, comme Jean-François il a mentionné, Omer Héroux, c'est un grand défenseur des minorités francophones hors Québec et dans tout l'ensemble de l'Amérique du Nord. Donc, dans les années 20, le Devoir organise des voyages. Donc, il va y avoir des voyages en Acadie, en Ontario, dans l'Ouest canadien et en Nouvelle-Angleterre, et ensuite dans les années 30 en Louisiane. Donc, c'est ce qu'on appelle des pèlerinages, et je cite, ces pèlerinages-là ont l'objectif de ranimer la flamme francophone et créer des liens avec la diaspora canadienne-française d'Amérique du Nord. Le premier voyage en Acadie du Devoir survient en 1924 avec une délégation de plus de 250 pèlerins qui vont quitter Montréal pour le pays d'Évangéline. Il va y avoir aussi un second voyage en Acadie, cette fois-ci organisé en 1927. À la suite de ces voyages-là, le Devoir publiait des brochures, des résumés des voyages, et c'est avec la vente de ces brochures-là qu'ils pouvaient financer leurs voyages et aussi les autres brochures pour les voyages. Selon l'historien Pierre Anctil, je cite, « Ces visites mémorables et ces périls collectifs au Canada français sont une initiative d'Omer Héroux, qui voit là une manière de cimenter les liens entre différentes parties d'un même peuple, présents partout à l'échelle du continent. Ces voyages et les motivations qui sont à leur origine représentent l'apogée du nationalisme canadien-français tel que le Devoir l'incarnait au cours de la période bourrassienne. » En parlant de Pierre Anctil a fait deux ouvrages fort intéressants auxquels aussi on a participé, qu'on n'a pas participé, mais auxquels on a utilisé beaucoup. C'est « Fais ce que je dois », c'est 60 éditoriaux pour comprendre le Devoir en Bourassa de 1910 à 1932. Et le deuxième tome, c'est « Soyez nos maîtres », 60 éditoriaux pour comprendre le Devoir sous Georges Pelletier de 1932 à 1947. Donc, Pierre Anctil a fait un travail colossal pour réunir et commenter 120 éditoriaux sous les deux premiers directeurs. Donc, entre 1910 et 1932, sous la période bourrassienne, Anctil répertorie sur les 60 éditoriaux dans l'ouvrage, 19 éditoriaux de Omer Héroux. Entre 1932 et 1937, Omer Héroux signe dans les pages du Devoir 1965 éditoriaux, dont 1036 entre août 1932 et septembre 1939, et 929 entre septembre 1939 et janvier 1947. Pour vous dire comment il écrivait beaucoup. Donc, comme Jean-François a dit aussi tantôt, il a donné quelques thèmes des articles qu'il écrivait. C'est souvent les mêmes thèmes qui reviennent aussi dans les journaux du Devoir. Donc, les enjeux dominants, il pas seulement ce que Héroux a écrit, mais vous avez la langue française
qui prédomine entre 1932 et 1939, puis entre 1939 et 1947, les minorités francophones, la fonction publique, le bilinguisme, l'Église catholique, la doctrine catholique, ensuite le Mackenzie King, Godbout, Tachereau, Duplessis et Hull. Dans les pages du devoir, mais évidemment, Omer Héroux va toujours écrire là, sur les minorités françaises hors du Québec, sur les droits scolaires, comme Jean-François dit, mais il va aussi écrire sur la désertation des campagnes et aussi la supériorité du mode de vie agraire. Donc, il valorisait le mode de vie rural et traditionnel. C'est pour ça que son fils dit que c'est un journaliste catholique traditionnaliste. Je vous ai mis ici la liste de la trentaine de journaux, périodiques, revues et brochures auxquels Omer Héroux a participé. Vous avez la liste dans le livre. Puis ça, c'est sûr qu'on a trouvé, parce qu'il y en a sans doute plus que ça. Et des belles découvertes qu'on a faites dans nos recherches. Vous voyez à droite là, 2 caricatures, des portraits qui ont été faits sur Omer Héroux. Le premier en 1931 et le deuxième en 1933 dans l'Almanach de la langue française. Donc, quand on vous caricature dans une revue, ça démontre quand même là, la place importante que vous avez dans la société québécoise. Et pour vous montrer que c'est un homme engagé, je vais vous décrire brièvement là, quelques actions qu'il a faites. Tout d'abord, en 1903, il va fonder la Ligue nationaliste canadienne, qui est un regroupement anti-impérialiste dont le but était de promouvoir la complète autonomie du Canada face à la Grande-Bretagne et l'Empire britannique, mais également face à la montée en puissance des États-Unis. La même année, il aide à fonder l'Association des journalistes canadiens-français. Omer en devient le premier président. En 1904, il devient directeur de la Société de colonisation de Montréal et contribue à la fondation de l'Association catholique de la jeunesse canadienne, la CJC, dont il partage la vice-présidence. Omer est un proche d'Alphonse Desjardins et de sa femme Dorimène. Lorsque Desjardins fonde une association laïque, l'Action populaire économique, Omer siège à la commission exécutive et c'est Omer Héroux qui propose en 1913 qu'on fasse à Desjardins l'honneur d'accoler son nom à son invention, les caisses populaires, comme en France, on disait les caisses Raiffeisen pour le nom du Suisse qui les avait inventées. En 1908, à 32 ans, il est nommé délégué à l'important congrès de la jeunesse organisé par la CJC à Québec. Au moins une dizaine de résolutions sont adoptées au congrès, dont un appui massif au modèle coopératif. Omer participe lui-même au premier congrès de la langue française en 1912. Il participe en 1913 à la fondation de la Ligue des droits du français. De janvier 1917 à 1921, il est le premier directeur de la revue mensuelle L'Action française, qui est encore la plus vieille revue politique en activité en Amérique, qui va prendre le nom d'Action nationale en 1933. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à cette revue, je vous invite à le faire. Et c'est Lionel Groux qui va prendre la direction après Omer. En 1927, Omer Héroux offre à l'Union catholique des cultivateurs de publier son organe « La terre de chez nous » 2 fois par semaine dans les pages du Devoir. Il va même prêter à son équipe un coin de son bureau, tout en assurant son indépendance éditoriale. Et en 1930, Héroux signe un éditorial dans lequel il s'indigne de l'absence de jeunes Canadiens-Français dans les carrières scientifiques. Donc, il cherche des moyens pour remédier à la situation. Il s'adresse à son ami, le frère Marie-Victorin, Conrad Kerouac, et pendant 23 ans, Le Devoir va publier chaque semaine une rubrique à l'intention des jeunes naturalistes, donnant naissance ainsi au célèbre Cercle des jeunes naturalistes. Il y en a peut-être dans la salle qui ont été membres des CJF. Omer était un véritable bourreau de travail. Lorsqu'il était écrasé de labeur au Devoir, il regrettait même de ne plus avoir davantage de loisirs. À partir des années 50, Héroux continue à écrire, mais il le fait directement de sa maison. Au milieu des années 50, la maladie le mène graduellement à abandonner Le Devoir avant de prendre sa retraite officiellement à la fin de l'année 1957, seulement 6 ans avant sa mort. Je voulais parler aussi brièvement des 3 frères Héroux, Omer, Hector et Onésime, en fait, qui est la 8e génération, consacrent ensemble 160 ans à la carrière journalistique, majoritairement au Québec. Omer rassemble à lui seul 60 années comme journaliste, dont 40 en tant que rédacteur en chef du Devoir. Mais il faut bien l'avouer, Omer est le plus célèbre des journalistes Héroux. Sur la photo, vous voyez ici 3 des 5
Jules, Claude, Jean, Roland et Pierre Héroux, en fait, 3 des 5 garçons d'Hector se sont adonnés à la pratique du journalisme. Donc, depuis déjà au moins un siècle, des journalistes Héroux, dont 10 proviennent de la souche mauricienne, auront consacré ensemble 300 ans à la carrière journalistique. Ici, vous voyez un certificat qui est retrouvé par Michel Héroux derrière un cadre. En fait, c'est l'Ordre du mérite scolaire franco-ontarien qui a été décerné à Omer en 1947. Et Francis va vous présenter les honneurs qu'il a reçus au cours de sa vie. Donc, avec une carrière de 60 ans de journalisme, mais évidemment qu'il y a eu des honneurs et des prix. Le premier qu'on a trouvé, c'est les 25 ans de journaliste en 1921. C'est son ami, l'avocat d'origine trifulienne, Louis Delavoye-Durand, qui va souligner les 25 ans de journaliste dans la brochure de l'Action française. Il va écrire, et je cite, « Tout au long de sa carrière d'écrivain, Omer Héroux ne paraît avoir eu qu'un seul souci, pénétrer ses compatriotes de cette pensée qui étant issue d'une race déterminée. » Le terme race fait référence ici plutôt à la nationalité, ça n'a pas le terme péjoratif qu'on a aujourd'hui. Donc, puissant, la foi religieuse a une source commune, et habitant d'une partie du globe bien délimitée, il leur fallait s'adapter à la réalité et s'acharner à la conservation des caractéristiques propres à notre groupement historique. La deuxième honneur qu'il y a, c'est justement ce que Jean-François vient de nommer, l'Association canadienne-française d'éducation en Ontario en 1947, puisque durant presque toute sa vie de journaliste, mais son combat était pour défendre les minorités francophones hors Québec. Donc, il va être décoré à Ottawa avec l'Ordre du mérite scolaire franco-ontarien pour avoir été l'un des plus indéfectibles champions des droits des minorités françaises du pays. Donc, d'après le certificat qu'il a survécu, il est inscrit reconnaissant les services rendus à la cause de l'éducation catholique et française. Omer a reçu le titre de très méritant. Ensuite, il y a eu le banquet en 1948 pour souligner les 50 ans de carrière journalistique. C'est en 1948, toutefois, nous, on a mis la première date, c'est 1896 de ses débuts journalistiques. On ignore pourquoi c'est en 1948, peut-être c'est en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Mais l'hommage qui est accordé en étant que, je cite, très digne doyen des journalistes de langue française du Canada, son ami Oswald Mera, qui est un écrivain, présente Héroux comme suit, je cite, comme le plus intrépide champion des minorités françaises de l'Amérique du Nord, l'incarnation des principales qualités des enfants du sol rural, l'humilité, l'amour du travail et la probité foncière. Ensuite, il va y avoir 3 doctorats honoris causa. Le premier en 1937, alors qu'Omer venait d'atteindre 60 ans. C'est l'Université Laval de Québec qui reconnaît la qualité de son œuvre en lui décernant un doctorat honorifique en lettres. Ensuite, en 1939, ce sera le tour de l'Université d'Ottawa, puis l'Université Saint-Joseph au Nouveau-Brunswick en 1957. En 1960, il va recevoir le prix Olivier Asselin, qui est décerné à un journaliste québécois qui s'est démarqué relativement à la défense du français au Québec. Donc la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal va lui remettre une somme de 500 $ avec une médaille comme prix de journaliste. Et finalement, en 2017, il y a le prix Omer Héroux pour le journaliste qui va être créé. Donc c'est le prix qui est décerné à un journaliste s'étant illustré pour ses convictions favorables à l'indépendance du Québec par le Rassemblement pour un pays souverain. Je vais faire une petite anecdote sur Olivier Asselin. Ça a l'air qu'il aurait giflé Tachereau à l'Assemblée nationale. Premier ministre du Québec. Premier ministre du Québec. Personne dans ta butte. Quelques mots sur le prix Omer Héroux qui a été lancé en 2017 à l'initiative de Benoît Roy. On a l'honneur d'avoir ici le président du RPS, qui est un collectif fondé en février 2000, puis qui a inauguré partout au Québec des bustes à l'honneur de patriotes ou de gens qui ont traversé l'histoire nationale québécoise. François-Marie Thomas Chevalier de Lorigny à Saint-Cuthbert, Louis-Joseph Papineau à Saint-Denis-sur-Richelieu, Marianne Gaboury et son petit-fils Louis-Riel à Masquinongé, Ludger Duvernay et Bernard Landry à Verchères. Et donc, je vous ai mis la liste des récipiendaires du prix Omer Héroux. Pierre Schneider, Mathieu Bocoté, Pierre Duchesne et Pierre Allard, qui est un ancien journaliste du droit,
journal franco-ontarien. Et le livre était déjà imprimé, mais donc j'ai ajouté Régent Tremblay qui a reçu le prix Omer Héroux cette année, journaliste sportif et scénariste, entre autres de Lance et Compte, puis il a couvert 12 Jeux olympiques à partir de 1976. Ici, vous avez une autre découverte qu'on a faite là, dans nos recherches. C'est une toile d'Omer Héroux, justement, qui a été commandée à Marie-Josée Hudon du Musée des Grands Québécois pour illustrer justement le prix Omer Héroux. D'ailleurs, l'artiste qui est derrière cette œuvre me dit cette semaine qu'elle cherche un endroit pour accueillir la centaine de portraits. Donc, si vous connaissez une institution ou une école, un musée qui voudrait accueillir les 100 portraits du Musée des Grands Québécois, vous me contacterez. Au moment de sa retraite en 1957, Omer était âgé de 81 ans et malade, mais achevait d'envoyer des articles souvenirs au Devoir. Depuis un certain temps, son écriture était devenue à peu près illisible. Vous pouvez voir à droite là, une lettre de 1950 et je vous mets au défi de la défricher, de la déchiffrer. C'est donc Marie-Louise Roch, sa troisième femme, qui, ne sachant pas elle non plus la dactylographie, envoya probablement les articles au journal transcrits à la plume sous la pénible dictée du patriarche. Quelques mots sur son décès. Donc, Omer Héroux, il est décédé le 3 mai 1963, à l'âge de 86 ans, à Montréal. Il va être enterré ici à Trois-Rivières, au cimetière Saint-Louis. Il est enterré près de la tombe de Maurice Duplessis et près aussi de la tombe de Benjamin Sutt, un grand historien trifluvier. Voici ce que certains de ses collègues avaient à dire sur lui après sa mort. Je commence avec André Laurando, qui est un collègue d'Omer Héroux, au Devoir. Il écrit que, et je cite, « Omer avait mis tous ses talents au service de l'Église et du Canada français. Ses deux amours et sa loyauté au pays canadien résument l'essentiel de son œuvre. Omer servait des causes et non la gloire d'Omer Héroux. Celle-ci s'est construite peu à peu malgré lui. Il était un journaliste dans l'âme, ajoute Laurando. Il est décrit comme un homme sensible, délicat, respectueux, accueillant, d'une générosité sans borne, un être assez secret malgré le fait qu'il soit un témoin perspicace des faits qu'il vivait. De son côté, l'abbé Lionel Groux et ami lui reconnaissait, et je cite, une plume toujours restée frémissante. Dieu l'avait pourvu d'un don remarquable, un style clair, direct, presque toujours élégant, de la meilleure langue, souvent animé de la flamme intérieure des grands convaincus. Il fut de ces rares qui résignent toute leur vie au modeste salaire pour servir comme ils l'entendent et garder le droit d'une pensée indépendante. Gérard Filion ajoute aussi sur le style journalistique d'Omer Héroux, qui est journaliste et directeur du Devoir de 1947 à 1963. Il disait qu'il avait une écriture limpide, et je cite, « Quand on lit Héroux, on comprend tout de suite. » Gérard Pelletier, qui est un politicien, qui était aussi journaliste, chroniqueur à Radio-Canada, aussi journaliste à la presse, au Télégraphe, il se dit d'Omer Héroux, il a eu, et je cite, « Il a eu une carrière exemplaire. Il a toujours illustré, avec une constance et une conscience peu communes, les plus hautes vertus de la profession qu'il pratiquait. Il n'a jamais jugé qu'une injustice pût passer sous silence. » Pelletier écrit aussi que Héroux a toujours été curieux. Il s'intéressait au mouvement de jeunesse, aux derniers courants politiques, aux recherches nouvelles. Par ailleurs, Héroux représentait pour la jeune génération de journalistes, dont Gérard Pelletier, le dernier lien du journaliste contemporain avec ces grands pionniers du début du siècle, comme les Bourassa, Asselin et Laverne. Voilà pourquoi la grandeur du journaliste au Canada français lui doit vraiment beaucoup. Un autre honneur aussi qu'on lui a fait, peu avant sa mort, c'est qu'on va nommer une rue à son nom, l'avenue Omer Héroux, qui est située dans l'arrondissement Montréal-Nord, à quelques pas de la bibliothèque Henri Bourassa. Dans la description toponymique de la ville de Montréal, Omer est alors pleinement reconnu comme journaliste et rédacteur en chef du journal Le Devoir. Avant de vous donner la parole, pour les commentaires ou questions, juste remercier tout d'abord Noël, Marie et Gérard Héroux de l'Association des familles Héroux qui ont été le socle de ce projet-là.
On remercie aussi la Société Saint-Jean-Baptiste qui a financé une partie du projet qui nous accueille aujourd'hui dans ses bureaux. Merci beaucoup. On remercie notre éditeur, les Éditions du Québécois, et Pierre-Luc qui a dit oui aussitôt qu'on lui a proposé le projet. On remercie plein de personnes aussi, là, que je nommerai pas tout le monde, mais on a consulté plusieurs historiens de la région, comme Daniel Robert, René Baudouin, René Hardy, François Delagrave, qui nous ont offert des textes ou confirmé certaines informations. On remercie tous les centres d'archives qu'on a contactés, BAMQ, le Séminaire Saint-Joseph, le Musée de la Gaspésie, le Rassemblement Point Pays Souverain aussi qui a répondu à toutes nos questions. Donc, merci à toutes les personnes là, qui ont été dans l'ombre de ce projet-là. Un projet qui nous a pris au moins 5 ans à faire. Et je remercie mon co-auteur d'avoir accepté aussi l'invitation quand je lui ai demandé de venir m'aider à mettre un terme à ce projet-là. Et donc, merci pour votre attention et merci de votre présence. Donc, gloire à Omer Héroux.